On va continuer avec le deuxième temps de table ronde autour de ce sujet du bien vieillir. Je vous le disais tout à l'heure, ce matin, on a vu comment changer de regard sur le vieillissement. Cet après-midi, on va voir comment adresser les nouveaux enjeux. Ces nouveaux enjeux, c'est ceux du bien vieillir qui se jouent dans la collaboration des structures, on va le voir tout à l'heure, qui se jouent dans l'innovation, on va le voir aussi tout à l'heure, mais qui se jouent d'abord en repensant les accompagnements qu'on a pour ces personnes vieillissantes, pour les aînés. Comment repenser les accompagnements autour des enjeux qui concernent les aînés, qui concernent les personnes en situation de vieillissement? On va en parler avec nos invités, mais tout de suite, on va aller faire un petit tour du côté d'Avranches où on était ce matin. Vous vous souvenez, on a vu Nathalie dans cette unité pour personnes handicapées vieillissantes. On retourne à la résidence Le Tertre et là, on va voir Josiane qui cherche un peu de sens et à la fois à sa vie de personne âgée et aussi à son cadre d'hébergement. On suit, on écoute Josiane et les invités me rejoignent sur scène pendant ce temps-là. Josiane, j'ai eu 60 ans l'année dernière. Oh, j'aime pas vieillir. Là, je me suis cassé le dos, mais j'ai encore mal au dos. Je me suis cassé une jambe. Quand on est trop vieux, ça me fait peur quand on meurt. Ben, ça restera triste si je peux là. Bernadette, Jacques, Monet. Si mon frère me voit plus là, ben, il va pleurer, hein, ma belle-sœur, il va pleurer. Toute la famille. J'aimerais bien partir, changer à notre service. On cherche pour l'instant. Et pourquoi vous voulez changer? Parce que je dois me remettre à côté de ma famille. Vous voulez aller dans une maison de retraite, mais c'est pas possible. Tout est prêt. Non, il n'y a plus de place. Plus du tout. Je m'ennuie ici. Quand vous travaillez, vous vous ennuyez pas? Si je m'ennuie. Oui, je crois que j'ai reçu un petit mail d'elle. Ma soeur vient dimanche. Elle m'a acheté un porte-clés à la neige. Et mardi, je vais me faire coiffer en rousse. Rousse, c'est joli, c'est orange. C'est la mode, hein. La mode de l'été. Allez, allons-y. Alors on va voir justement comment préparer ce demain et comment repenser les accompagnements pour les inscrire au cœur de ce que sont les problématiques du bien vieillir. Pour cela, je vais vous présenter les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui dans cette séquence. Brigitte Dalibert d'abord, bonjour, vous êtes administratrice de l'APEI de Chambéry. Vous avez fait votre carrière dans le médico-social, en ESAT notamment, mais aussi dans l'hospitalier, puisque vous êtes infirmière à l'origine. Vous nous évoquerez notamment la prévention et l'accompagnement de la fin de vie des personnes en situation de handicap, sujet délicat pour lequel l'APEI a vraiment travaillé à un travail de recherche et un guide et des formations pour accompagner et donner la parole sur ces questions de fin de vie. Avec nous aussi Jean-Hugues Quérol, bonjour. Vous êtes directeur de l'association tutélaire du Calvados. Canopé nous a montré combien l'avancée en âge conduit à un rôle accru des mandataires. Nous verrons comment vous intervenez dans les différents champs, le domicile, mais aussi dans les établissements spécialisés, et comment tout ça repositionne aussi le rôle qui est celui des mandataires. Et puis avec nous Françoise Le Borgnegan, bonjour, et Suzy Bossard, chercheuse associée à l'atelier de recherche sociologique de l'Université de Bretagne occidentale à Brest, qui ici apporte une partie de la pluie, nous a-t-on dit ce matin. Françoise, vous êtes professeure de sociologie avec d'importants travaux dans le champ des personnes âgées et du vieillissement. Suzy, vous êtes maîtresse de conférence en sociologie, vous avez plus travaillé sur les personnes en situation de handicap et toutes les deux, vous avez porté justement une étude scientifique qui accompagne une expérimentation qui a été portée par l'ADAPI 29, expérimentation pionnière après parents. Vous finalisez le rapport d'ailleurs et vous préparez un livret que l'UNAPI va relayer. On va en parler ensemble, bien sûr. Et je voudrais justement commencer avec ce sujet-là, parce que, je le dis, un des enjeux, une des clés du bien vieillir pour préparer demain, c'est repenser le cadre des accompagnements
pour les ancrer au cœur de ce que sont les problématiques du vieillissement. Et les problématiques du vieillissement, on l'a bien compris ce matin, c'est d'abord les problématiques de transition. Passer d'un temps de la vie à un autre et le passer avec anticipation et de la manière la plus accompagnée et la plus harmonieuse. C'est un enjeu en soi. Canopé nous a montré il y a quelques instants que c'est un enjeu pour beaucoup de personnes qui vivent à domicile parce qu'ils vieillissent, mais parce que leurs parents vieillissent aussi. Et ça appelle à des changements de prise en charge, d'accompagnement, de domiciliation, etc. Cet après-parent, il est au cœur de l'expérimentation pionnière qu'a engagée donc l'ADAPI 39, une ADAPI qui n'est pas 29, oui, qui n'est pas gestionnaire, mais qui regroupe 700 parents bénévoles. Et c'est au sein de cette structure qu'en 2018 est montée dans les concertations la réflexion sur le vieillissement des parents. Les membres se sont dit il faut faire quelque chose autour de ça parce que ça nous arrive de plus en plus et donc à partir de là un travail de recherche a été conduit pour essayer d'enquêter, d'explorer ce sujet-là et ça aboutit en 1922 à un programme qui est la réponse à un appel à projet de la CNSA après parents porté par le TG29, l'Université de Brest. Évidemment l'ADAPI, et puis aussi 8 organismes locaux du secteur. L'enjeu, pour le dire en un mot, mais c'est important, c'est que dans chacun de ces organismes, des personnes, des salariés, des travailleurs sociaux, des mandataires, certains vont donner 10% de leur temps, 10% de leur temps pour devenir référents après parents, c'est-à-dire qu'ils vont renseigner, ils vont conseiller, ils vont orienter des familles qui souhaitent anticiper cet après pour eux et pour leurs proches. C'est plus d'une centaine de familles qui ont été accompagnées dans cette expérimentation qui porte sur 2 ans et demi. Vous avez piloté l'étude toutes les deux en parallèle, l'étude scientifique pour laquelle vous avez rencontré une quinzaine de parents et une quinzaine de professionnels, alors ces référents après parents et puis d'autres. Je voudrais commencer en vous demandant qu'est-ce qui s'est remonté comme principale crainte, inquiétude des parents qui ont répondu à ce dispositif. Alors merci de nous donner la parole. Peut-être sur ce premier point, on pourrait dire 4 éléments principaux. Le premier, c'est que les parents sont tout à fait conscients que leur propre vieillissement ils en parlent de manière assez euphémisée, mais ils sont conscients qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des anticipations possibles, mais qu'il y a aussi des événements imprévus qui risquent d'avoir des effets imprévisibles sur la trajectoire de vie de leur enfant. Ils sont aussi tout à fait conscients qu'ils ne pourront pas transférer cette responsabilité, la polyvalence qu'ils ont, ni à aucun de leurs enfants, que ce soit des filles ou des fils, ni à aucun professionnel. Et pour une partie d'entre eux qui travaillent déjà avec des professionnels qui interviennent auprès de leurs enfants, ils sont conscients que l'éducateur référent qui était là, présent depuis 30 ans auprès de leur enfant, avec qui la confiance, les échanges sur les normes de vie avaient été possibles, eh bien tout ça, c'est un peu derrière eux. Deuxième constat de ces parents, c'est que du coup, les choses vont varier aussi selon leur propre âge, leur propre place dans le parcours de vie. On a rencontré des parents qui déjà ont pris rendez-vous avec les référents qui avaient 55 ans et moins, d'autres qui étaient plutôt entre cet âge-là et 75, qui sont souvent des pionniers de l'ADAPEI et de la construction de réponses professionnelles, et puis des gens qui ont 78, 80, 88, 90, qui ont sollicité aussi ce dispositif, mais qui ont des attentes qui sont alors très concrètes par rapport à leur propre vieillissement et les effets sur la continuité de leur accompagnement. Alors, les inquiétudes, ça dépend aussi du fait de savoir s'ils sont en cohabitation avec l'enfant, s'ils sont plutôt dans des séjours intermittents ou uniquement les vacances, ou s'ils vont en visite dans l'établissement où vivent principalement leurs parents. Troisième élément, ce qui les préoccupe, c'est effectivement les transitions de vie de leur enfant, en lien avec les leurs, mais principalement les transitions de vie de leur enfant. Et ce qui compte pour eux, c'est qu'elles soient les plus douces possibles. Alors évidemment, quand ils viennent dans ce dispositif après parents, ils portent des questions qui tournent autour de la protection juridique, du niveau de vie de l'enfant, de la santé, dans lequel ils font souvent un travail de suivi de la santé assez précis depuis très longtemps,
Ça peut être aussi le mode de vie au quotidien, la transmission des routines qui permet à leur enfant d'avoir une certaine qualité de vie. Et puis, ils sont aussi, dernier aspect, très soucieux, parce qu'on ne passe pas de vie à trépas sans une longévité avec des pathologies. Ils sont soucieux de ne pas être écartés du fait d'être concertés, informés par ceux qui prendront des relais. Que les transitions soient douces aussi pour eux. Ils ont fait un tel travail, j'allais dire, polyvalent pendant longtemps, qu'ils ont quand même des difficultés à comprendre qu'à certains moments, parce qu'eux aussi seraient en situation de handicap, ils ne seraient plus habilités pour quelque chose auprès de leur enfant. Donc ils voudraient être dans le réseau jusqu'au bout de leur vie, sur des modalités qui seraient adaptées, tout en étant très conscients aussi, très éveillés à la question de l'autodétermination de leur enfant. C'est un vrai enjeu de transition, à la fois pour la personne dans ce qu'elle va vivre dans l'après-parent, que pour les parents qui veulent que soit transmis tout ce qu'eux ont construit et investi, en fait, et que ça ne devienne pas page blanche, d'une certaine manière. De l'autre côté, si on regarde un peu les professionnels qui interviennent, quel est leur cadre d'intervention, donc de ces référents après-parents, et comment est-ce qu'ils sont formés, vu qu'ils viennent d'autres associations, hein, où il n'y a pas forcément de sujets liés à ces problématiques-là? Ouais, alors c'est une quinzaine de référents après-parents qui se sont mobilisés, des professionnels qui sont venus des CLIC, des comités locaux d'information et de coordination, des organismes tutélaires, de la MDPH et d'un CDS et d'un service d'aide à domicile. Elles sont et ils sont en minorité assistantes sociales, mandataires judiciaires, conseillères en économie sociale et familiale, des travailleurs sociaux et socio-juridiques, qui ont donc effectivement donné 10% de leur temps de travail à ce réseau après-parents. L'objectif de la DAPI 29, ça a été vraiment de couvrir le territoire finistérien qui est assez étendu. Et le projet, il a été construit en plusieurs phases. D'abord, il y a eu une phase de co-construction avec des parents de la DAPI 29, les professionnels référents après-parents qui s'engageaient, et puis les responsables des organismes qui s'engageaient aussi. Donc une grosse cinquantaine de personnes se sont mis autour de la table pendant 2 journées, 2 séminaires de co-construction pour penser les contours de l'activité de ces référents après-parents. Et donc, s'en est suivi des rencontres trimestrielles spécifiques entre ces professionnels qui ont continué à construire. Alors, l'objectif, c'était de la co-construction initiale, c'était vraiment d'entendre les blocages que vivaient les parents au quotidien, leurs préoccupations, et puis de l'autre côté, les professionnels ont donné à voir qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter et ce à quoi il fallait faire attention, notamment en termes d'exigences éthiques et déontologiques à intégrer au cadre de ce service. Ce qui est important à dire, c'est que, parce qu'on pourrait se dire, voilà, il y a un référent, je lui donne mon dossier, j'arrive pas à gérer ces trucs de droit, je ne sais pas où aller, faites-le à ma place, faites. Ils ne font pas à la place des parents, en fait. Hein. Non, ils vont... Dans plusieurs situations, ils vont chez les parents ou les parents viennent dans leur bureau et puis d'abord, on en parlera peut-être plus tard, mais ils les reçoivent et puis ils donnent la parole aux parents. C'est quoi la situation là et qu'est-ce que vous vivez ? Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est que en fait, les parents, ils avaient un besoin important de parler et parce que personne n'est là pour les écouter. Et donc, d'abord, ils ont commencé par recueillir la parole des parents. Et puis ensuite, ils se sont dit, ils ont hiérarchisé... Qu'est-ce qui était à mettre en place? Ils ont décrypté un peu les demandes. Peut-être que là, il y a justement, tout à l'heure on le disait, pas de protection juridique qui est mise en place. En fait, les parents, ils font avec le conseiller bancaire, comme ça, entre eux. Mais en fait, il n'y a rien qui est balisé. Donc, une des actions, ça a été de mettre en place une protection juridique. Ça a été d'aller voir un notaire. Ça a été en tout cas, de faire tout un tas d'activités. Alors,
de poser les blocages, d'échanger sur, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour l'anticipation et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour la suite. Et essayer des fois mettre en place, activer des droits, développer des étayages là qui sont nécessaires pour aussi penser la suite, par exemple activer un droit SAVS, SAMSA, et puis c'est potentiellement se dire ah bah là il y a peut-être une PCH à penser pour que l'enfant puisse continuer à venir tous les week-ends parce que là on n'est plus en mesure de faire ces allers-retours là, ou c'est plus en difficulté, ou alors on va mettre en place une aide à domicile sur ces temps spécifiques pour que l'enfant puisse venir, l'enfant adulte évidemment. Et donc, tout ça, ça a été pensé avec les référents qui ont à la fois essayé de penser le vieillissement des parents, mais aussi la situation propre des enfants et le maintien de leur qualité de vie, même si on pouvait penser l'affaiblissement des parents actuels ou à venir. Et donc, en fait, il y a eu tout ce jeu-là. Alors, peut-être dire qu'un point important, c'est qu'on repère globalement dans la recherche sur le handicap, c'est que la dynamique inclusive, là, ce dont on se rend compte, c'est qu'elle appelle une forme de refamilialisation de l'aide et de l'accompagnement. Ça repose, l'inclusion, elle fait reposer en grande partie l'aide, l'accompagnement, l'autonomie de vie sur les épaules des parents. Et donc, ces parents qui se sont démenés une grosse partie de leur vie pour faire en sorte que leur enfant soit le plus autonome possible, se retrouvent là un peu bloqués par un système où ils se disent « mais en fait, là, si je ne suis plus là, qui va prendre le relais ?» Et à l'heure actuelle, si ils essayent de passer le relais même progressivement, on leur dit « mais tant que tout fonctionne, on ne bouge pas. Parce que de toute façon, il n'y a pas de place, ou parce que les moyens ils sont trop limités et on ne fera jamais aussi bien que vous. » Donc l'enjeu aussi des professionnels référents, ça a été de travailler avec les parents, avec l'enfant, avec les professionnels parfois, à penser des organisations qui soient tenables pour les parents et pour les enfants, pour faire perdurer un peu. Oui, beaucoup de ces parents exprimaient le fait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'interlocuteurs dans le milieu professionnel, alors qu'il y a beaucoup de secteurs, mais c'était des interlocuteurs qui disaient soit j'ai pas de solution, soit je fais à votre place. Et là, on a un interlocuteur qui se met à côté. Et cette mise à côté, on va la voir en images, clairement, puisqu'il y a quelques témoignages qui ont été recueillis par vidéo. On va en écouter quelques extraits de parents, et vous allez voir, les parents sont accompagnés d'un référent après parents qui les a accompagnés, et ils expriment justement ce qu'a apporté pour eux le dispositif. On les écoute tout de suite. Pour comprendre, il faut aussi parler du parcours qu'on a eu, de vie avant, enfin tout ça, et se connaître et se comprendre, c'est important. On parle de cœur à cœur, quoi. Je trouve que c'est vraiment des échanges où on prend le temps. J'avais plus ou moins connaissance des aides qui étaient proposées, mais ça me permettait, si vous voulez, de les connaître plus profondément, mais aussi de faire en sorte que je déclenche des actions véritablement. Au lieu de rester seulement au niveau de la connaissance, il était temps d'essayer d'aller de l'avant, si vous voulez, par rapport à ça. Le dispositif amène aussi à lever des tabous sur le vieillissement de l'aidant, de la personne en situation de handicap, sur la notion de deuil, d'obsèques, de mort. Et en cela, ça conduit les familles par le livret, mais avant le livret, par toutes nos discussions, à veiller à anticiper, à oser parler de toutes ces questions-là. Sans le projet après parents, je n'aurais pas réussi à prendre ces décisions-là aussi vite, certainement. Et là, ça m'a aidé à éclaircir beaucoup de choses. Je revis, je suis beaucoup plus sereine. Et je crois que la sérénité, par rapport à tous ces problèmes qui sont très lourds, c'est très important.
On entend bien et la richesse des apports et puis le lien qu'on voit qui se construit entre l'aidant et le référent. Quelle est finalement, je dirais, la singularité, la valeur ajoutée et surtout la singularité de ces référents dans leur positionnement, dans des types d'actions qu'ils amènent? En fait, ces référents, ils se sont engagés initialement parce qu'en fait, ils étaient chacun dans ce que ma collègue aime dire, ils étaient chacun dans leur couloir de nage. C'est-à-dire qu'il y avait les mandataires judiciaires, ils ont une mission. Les conseillers CLIC, ils ont une mission. L'assistante sociale de la MDPH, elle a sa mission. Et en fait, tous et toutes voyaient que, en fait, pour accompagner ces parents-là, ou même d'autres situations, mais en tout cas ces parents-là, il fallait passer des frontières d'un poste. Et ce qu'a permis ce projet, qui a été coordonné donc, par un bénévole, il faut le dire peut-être, un parent bénévole de la DAPI 29, avec à l'appui, donc Jean-François Quilien pour ne pas le citer, avec l'appui du TAG 29 au départ, ça a été d'ouvrir les frontières des postes et de dire on va penser un dispositif qui accompagne les parents et comme c'est de l'expérimentation, aussi on a une forme de liberté pour aller voir quels sont les besoins et comment on va les mettre en place. Donc, il y a des passages comme ça de compétences qui ont été faits entre professionnels. L'assistante sociale de la MDPH a donné à voir et à comprendre les plans de compensation du handicap aux autres professionnels. Les conseillères CLIC ont donné aussi à voir. Les mandataires judiciaires ont présenté les mandats de protection. Et donc, comme ça, ils se sont échangés des compétences, des connaissances, et puis ils sont allés auprès des parents, et puis ils ont dit « Ah voilà, là vous avez telle problématique. Ah peut-être vous pourriez aller voir tel et tel interlocuteur, je peux le faire avec vous si vous avez besoin. » Et puis, ça, on peut le faire ensemble. Je vois bien que là, vous avez une préoccupation sur, par exemple, une des grosses préoccupations, c'est de dire, il y avait une référente qui en parlait dans le film. En fait, nous, on pense que les frères et sœurs vont pouvoir prendre le relais, mais en fait, on ne leur en a jamais parlé. Et en fait, là, du coup, ils se sont dit, bon, voilà, il y a ce service après-parents, on a eu rendez-vous. Et donc, ils se sont servis de ces occasions-là pour sortir dans le réseau de parenté leurs préoccupations. Ils sont allés voir dans les entretiens qu'on a menés avec les parents, ils disent, du coup, on a eu de la force pour aller voir nos enfants et puis dire, bon, là, on prend un rendez-vous et on parle de cette question. Est-ce que tu serais OK pour reprendre le mandat de protection? Oui, non. Et puis, peut-être qu'on pourrait, du coup, le référent avait dit, vous pourriez proposer ça à votre fils ou votre fille, de commencer là à faire, par exemple, une co-tutelle ou être sous projet tuteur, et puis ça permettrait déjà de te mettre un pied dans l'étrier. Donc ça, c'est des choses qui ont été menées, par exemple. Ouais, on voit qu'il y a que ce côté un peu 360 leur permet de répondre à plein de sujets et de faire le lien. C'est important. Parmi ces référents après parents, vous l'avez dit, il y a notamment des mandataires judiciaires, et je voudrais qu'on parle avec vous, Jean-Hugues, bien évidemment, du rôle croissant qu'ils ont dans ces temps de la vie. Vous dirigez l'association des majeurs tutélaires, c'est 1800 personnes accompagnées qui vivent en établissement ou à domicile, c'est 70 salariés, une cinquantaine de dossiers par salarié et qui interviennent à la décision des juges, alors soit dans le cadre de tutelle, donc c'est à la place des personnes, soit de curatelle avec les personnes, et puis avec le principe de subrogation où ils peuvent agir avec les personnes les proches qui gardent une supervision derrière un peu des actions qui sont conduites. Ça, c'est le cadre global. Ce cadre, il se joue aujourd'hui de plus en plus dans l'accompagnement, on l'a vu dans Canopé, des situations de vieillissement. Je voudrais qu'on regarde un peu quelles sont vos clés d'action un petit peu sur les deux grands types d'hébergement qu'il y a. D'abord le domicile. Domicile, c'est 9 personnes sur 10 handicapées vieillissantes qui sont à domicile. Quelles sont les clés de ce maintien à domicile et les principaux enjeux d'anticipation que les mandataires que vous pilotez voient et gèrent? Alors très bien, mais en tout premier lieu, il faut s'assurer du souhait de la personne. Souhaite-t-elle rester à domicile ou pas?
Et si elle exprime ce souhait, il faut s'assurer qu'effectivement cette parole soit libre et éclairée. Et qu'il n'y ait pas une pression extérieure. Parce qu'effectivement, des fois, il y a la crainte de la famille, de l'entourage, à intégrer un établissement. Il y a des paradoxes. Hein. Parfois, on ne veut pas quitter l'établissement, parfois, on ne veut pas quitter le domicile. Donc ça, il faut simplement partir de ce postulat de départ. Que souhaite-t-elle? Ça, c'est notre rôle. Une fois qu'on s'est assuré qu'il y a un souhait de maintien à domicile, eh ben, il faut étudier le projet. Est-il viable? Est-il pertinent de rester à domicile par rapport à son âge avançant, par rapport à la situation de handicap, et est-ce qu'elle se mettrait en danger, la personne qui est restée à domicile? Donc ça, il faut objectiver, donc à l'appui des dispositifs qui existent. Il y a le CLIC, il y a le DAC aussi qui vient en appui de nos missions, et c'est très important de ne pas rester seul, évidemment, dans cette observation. Et puis, si tout est OK, alors là, il faut être très pragmatique à notre niveau. C'est-à-dire que si la maison a plusieurs niveaux, on va tout recentrer au rez-de-chaussée. S'il y a une pièce suffisamment grande pour recentrer l'ensemble de la vie autour de cette pièce, eh bien oui, parfois on met dans la même pièce le lit, la télé et le frigo, parce que ça répond à un besoin et que la personne, en fait, ça lui permet de rester dans son domicile et peut-être un accès à un extérieur si elle en a, garder ses animaux de compagnie. Et puis après, de façon très pragmatique, la technique et l'administratif, il nous faut l'organiser. Donc, c'est-à-dire limiter l'isolement. Donc, l'UNAPI, on le connaît bien, la triple expertise. Donc, évidemment, il y aura les professionnels, la personne accompagnée, mais aussi on va aller chercher l'entourage familial pour s'assurer en fait qu'il y ait toujours une personne, une présence, le voisinage aussi. Et puis après, bien entendu, autour de la vie quotidienne, l'aide à la toilette, le portage de repas, l'aide ménagère, le soin infirmier et en parallèle et en amont, parce qu'on parlait de l'anticipation, c'est s'assurer que les droits sont ouverts ou renouvelés. On a parlé de la PCH, aide humaine ou aide matérielle. Il y a l'APA, il y aurait tout un autre tas de choses. Donc tout ça, il faut le prévoir. L'autre scénario courant, c'est celui des personnes qui se retrouvent en établissement médicalisé, masse, femmes, avec là, on le disait ce matin, hein, on l'exprimait bien, un accompagnement qui, à certains moments, peut aboutir à des orientations vers des EHPAD, souhaitées ou pas toujours souhaitées, bien négociées ou pas toujours bien négociées, et on redit que les moments des transitions dans le temps de l'âge, ils sont essentiels, justement, et ils vont déterminer beaucoup de choses après. Quelles sont les difficultés d'intervention que les mandataires peuvent avoir dans ces établissements, masse, femmes, pour ces personnes vieillissantes, et comment vous intervenez justement sur ces choix d'orientation vers les EHPAD? Alors, premièrement, le rôle du mandataire, il est beaucoup plus à distance. Donc, pour nous, évaluer la qualité d'un service ou l'absence de qualité, en fait, d'une part, ce n'est pas notre rôle, mais on n'est pas là au quotidien. Donc, c'est déjà très difficile. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a un contexte autour des femmes et des masses, un contexte de tension en flux d'entrée et flux de sortie. Du moment qu'il y a une place qui se libère, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup plus de demandes que d'offres. Et ça crée autour de ces établissements une forme de tension qui est subie par les équipes, par les directions, par les associations elles-mêmes. Elles n'y peuvent rien, mais il faut le mettre en postulat de départ. Ensuite, quand il y a une orientation en EHPAD, de quelqu'un qui était jusqu'alors en femme ou en masse, ça pose une question. La question cette personne qui a toujours vécu en établissement, pour laquelle il était identifié des besoins spécifiques et un accompagnement spécialisé au motif de son handicap, pourquoi devrait-elle abandonner ce soin spécialisé au motif que son âge avance? Ça sonne un petit peu curieux, mais... Merci. Alors, je vais amener du paradoxe, ça je l'ai dit. Et pour autant, il y a aussi parfois l'expression de certains résidents qui sont eux-mêmes habitués au collectif et qui veulent intégrer un EHPAD parce que peut-être le rythme va être plus adapté, etc. Il y a des exemples qui existent ici dans ce département. Je viens d'arriver il y a à peine un an, mais j'ai déjà connaissance de belles choses. Du côté d'Orbec, il y a un FAM et un EHPAD qui cohabitent dans le même établissement. Donc là, forcément, il y a de la porosité entre les équipes, les résidents, et les choses se font naturellement. Là, ça marche. Dans d'autres cas,
on va se le dire, c'est plus compliqué. Mais ça peut se solliciter, ça peut exister. Je vais citer quelques exemples ici du Calvados. L'APAEI des Pays d'Auge et de Falaise travaille notamment avec son directeur en charge de l'habitat, a du partenariat avec des activités communes avec l'EHPAD de la ville, ça se passe à Lisieux. Et donc les activités communes, ça crée de l'interconnaissance et donc les pros se connaissent, appréhendent un peu mieux les publics et vice-versa. Et donc il y a des possibilités. Il y a des possibilités aussi de valoriser le fait qu'une personne qui a connu les temps collectifs en établissement, elle intègre peut-être plus favorablement un EHPAD que quelqu'un qui a toujours vécu au domicile et qui n'est pas habitué à ça. En revanche, pour revenir à la question des EHPAD, elles ne vont pas toujours repérer avec leur personnel qui manquerait peut-être de formation, mais ça, on y travaille aussi. Le chemin est long, mais il est lancé, le parcours est lancé. Peut-être qu'elles ne vont pas repérer les besoins spécifiques d'une personne qui ne pourrait pas exprimer sa douleur ou ne pourrait pas exprimer le fait qu'elle ne veuille pas un soin ou ne pas participer à une activité. Et tout ça, c'est pas facile. J'ai cité les pays, l'APAEI, Pays d'Auge et de Falaise. Je sais qu'au niveau du bocage-virois, il y a aussi quelque chose qui existe à ce niveau-là, à Condé sur Noireau, donc je voudrais fâcher personne. Et voilà, en tout cas, ici dans le Calvados, ça marche bien. Un mot rapide sur ce qui était présenté dans Canopée, c'est-à-dire le pourcentage ou le nombre important de personnes qui, arrivées au-delà des 50 ans, se retrouvent sans cadre de protection. Est-ce que ça vous étonne et comment vous l'expliquez? Alors, pas nécessairement. Je ne suis pas étonné. Et en même temps, 14%, c'est important. Bah oui. Mais alors, que dire de 86%? Ça veut dire que beaucoup de personnes ont un mandat de protection en parallèle. Comment on explique le fait qu'il n'y ait pas un mandat de protection? Mais beaucoup de familles ont assumé dès le premier jour le fait que leur enfant soit porteur de handicap et donc ont tout fait pour lui. Il est devenu adulte, certes, mais c'est toujours leur enfant, ils ont toujours tout fait pour lui. Ils n'ont pas jugé opportun de mettre un juge dans la boucle. Et on l'entend, il n'y a pas de question avec ça. Toutefois, j'alerte que dans certaines situations, l'âge avançant des parents fait que parfois ils peuvent aussi être pour partie défaillants sur ce type d'accompagnement et dès lors qu'ils ne sont plus là. Il y a des mesures de protection qui arrivent dans nos services avec des situations humaines très dégradées, très isolées et sur le plan administratif et financier qui sont un peu périlleuses. Donc ce n'est évidemment pas un reproche, c'est un constat qui fait qu'on hérite aussi des fois de situations un petit peu compliquées. D'où l'importance d'anticiper et d'identifier les cas avant que ça se dégrade trop. L'enjeu, vous le voyez, c'est de penser des types d'accompagnement et de les penser à l'heure dans le cadre de cette perspective du bien vieillir. Ça vaut évidemment, on le voit, pour les accompagnants eux-mêmes et comment on aide mieux les accompagnants et on pense mieux le cadre d'accompagnement. Ça vaut aussi bien évidemment pour ce qu'est la santé des personnes concernées et leur perspective d'évolution physiologique. C'est un aspect qui est un aspect souvent peu abordé, peu connu et les chiffres du rapport récent de la Cour des comptes là aussi le rappelaient, avec une espérance de vie qui est réduite pour les personnes en situation de handicap. C'est, si je ne dis pas de bêtises, hein, je vais reprendre les chiffres, c'est 4 fois plus de maladies cardiovasculaires, 2 fois plus de cancers et de diabète pour les bénéficiaires de l'AAH. Brigitte Dalibert, on va parler du projet sur la fin de vie, mais avant, je voudrais demander ça à l'infirmière de métier que vous êtes. Est-ce que ces chiffres vous étonnent-ils et qu'est-ce qui fait que cet accompagnement de prévention en termes sanitaires, en termes de soins, ben, il n'est pas à marche égale entre ce monde du handicap et le monde à côté du gériatrique, notamment? Alors, effectivement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas aussi parce qu'un certain nombre de gens vivent seuls, surtout chez les adultes, et que du coup, à un moment donné, l'autonomie dans un logement, ça ne va pas toujours de pair avec la connaissance d'un équilibre alimentaire, d'un suivi médical, et que tout d'un coup, cette solitude-là au niveau des initiatives, avec le micro plus près, cette solitude qui peut exister à un moment donné au niveau des initiatives de la vie quotidienne banale, c'est très banal tout ça. Pour des gens qui restent à domicile, les parents veillent. Pour des gens qui sont seuls dans des appartements, c'est beaucoup plus compliqué. Ils se nourrissent avec ce qu'ils rencontrent de plus facile. Et plus facile, c'est souvent pas une alimentation très équilibrée. Voilà.
Il y a cette notion d'accompagnement nécessaire, même et y compris quand les gens sont relativement autonomes et susceptibles, soi-disant, de vivre tout seuls. Vous avez porté un certain nombre de formations, notamment des formations au vieillissement et aux problématiques du vieillissement physiologique auprès d'un certain nombre de professionnels du médico-social, notamment des AES. Comment vous les sensibilisez et à quoi vous les sensibilisez ? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai fait de la formation de travailleurs sociaux déjà en poste ou de futurs travailleurs sociaux, c'est une ignorance assez importante du fonctionnement corporel et des nécessités d'entretenir ce corps qui nous sert d'outil de relation, qui sont... Enfin, moi, je suis moi-même mon corps et je fais attention à ce que je suis. Or, pour ça, il faut connaître un certain nombre de choses, il faut avoir appris un certain nombre de choses concernant les grandes organisations corporelles, le système digestif, le système respiratoire, le système circulatoire, savoir en gros à quoi il faut faire attention. En gros, on n'est pas des spécialistes les uns et les autres, mais au moins on sait qu'il y a des choses qui sont à éviter si on veut entretenir correctement ce corps que l'on habite. J'ai été assez étonnée de l'ignorance qui subsiste dans cette zone-là. La connaissance anatomophysiologique ne fait pas partie des formations initiales pour les travailleurs sociaux. Ça en fait partie, alors très légèrement. C'est plutôt vrai pour les formations sanitaires, aides-soignants, infirmières, nettement moins vrai pour les AES, les ES, les ME. Ça, c'est un des aspects qui, à mon avis, mérite d'être creusé. Plus on s'intéressera aux questions liées au vieillissement. Alors, je ne dis pas du tout que ce n'est pas intéressant pour les enfants, les adolescents, mais on est là pour parler de la période du vieillissement. Si on s'intéresse et si on accompagne le vieillissement, on est nécessairement en connaissance de ce qui peut se passer sur le plan corporel par rapport au vieillissement. Un des sujets plus spécifiques qui a été abordé, que vous avez porté et qui a été abordé au sein de la structure de Chambéry, c'est la fin de vie. Alors la fin de vie, il y avait l'Observatoire de la fin de vie en 2013 disait que c'était un sujet qui était invisible encore à l'époque dans un certain nombre d'établissements médico-sociaux. Le projet de recherche, lui, il a été conduit entre 2021 et 2023 avec l'idée d'abord sur une forme de recherche scientifique demandant des entretiens avec des personnes concernées, avec des professionnels pour comprendre justement quelles étaient les attentes, quels étaient les besoins et quels étaient les champs d'expression autour de la fin de vie dans les établissements, dans les structures. Il en est ressorti un guide qui existe aujourd'hui en FALC, qui est vraiment très inspirant, d'une clarté assez étonnante. Et des formations. Et l'idée de ça, c'est à la fois de sensibiliser les professionnels à ce qu'est cette fin de vie, mais aussi de permettre l'autodétermination des personnes concernées sur leur propre fin de vie et le fait qu'ils puissent la préparer et s'en emparer. Vous avez accompagné cette démarche au sein de la commission vieillissement de la PEI. Comment est-ce que vous avez déjà, est-ce que cette question de la fin de vie, vous qui avez travaillé longtemps dans le secteur, est-ce que vous avez l'impression que elle apparaît aujourd'hui, mais que pendant très longtemps, elle a été en effet un peu ignorée. Et comment ont réagi finalement les professionnels et les personnes concernées qui ont été sollicités par ce projet-là? Alors d'abord, je veux préciser une chose, c'est que le vieillissement et l'accompagnement du vieillissement, c'est une chose. L'accompagnement de la fin de vie, c'est autre chose. C'est vrai que le vieillissement, on sait comment ça se termine, mais il ne faut pas être vieux pour quelquefois être en fin de vie. Donc, il faut faire attention parce que c'est vraiment deux situations très différentes pour les professionnels. Accompagner le vieillissement, j'allais dire, ils savent faire, et puis s'ils ne savent pas un certain nombre de choses, ils vont acquérir assez vite, et il y a de l'appétence à acquérir les connaissances qui manquent. Et puis le travail en réseau avec les infirmières et tout ça, ça les aide. Pour la fin de vie, c'est un peu différent. Alors effectivement, on a mené une étude. Alors plus exactement, c'était
une administratrice qui était à la tête de la commission vieillissement et santé à l'époque, qui a engagé un travail avec la FIRA. Je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, mais voilà, la FIRA propose des outils de recherche sur un certain nombre de sujets. Et la fin de vie était effectivement en 2020, suite au Covid, suite au début du Covid, un sujet très très important dans les établissements. Du coup, ils ont mené cette recherche avec un certain nombre de partenaires, professionnels, parents et personnes accueillies. Et ils ont abouti à cette écriture d'un énorme rapport écrit qu'il a fallu ensuite traduire en FALC. Ce rapport, s'il vous intéresse, il est sur le site de la FIRA, il est sur le site de la PEI de Chambéry. Voilà, vous pouvez le trouver, il est particulièrement intéressant, effectivement. Mais tout ça a nécessité un long travail post-écriture de ce guide. Je vais dire un mot sur le guide, mais avant, à travers tout ce travail qui a été fait, comment ont réagi les professionnels au sujet et à la démarche, et comment ont réagi les personnes concernées? Est-ce que les réactions étaient similaires des différents côtés? Alors tout à l'heure, vous m'avez demandé si c'était invisible dans les établissements. Depuis un certain nombre d'années, c'est vrai qu'en 2013, on pouvait imaginer que c'était invisible, presque invisible. Parce qu'en fait, c'est jamais vraiment complètement invisible. Nous avons des personnes accueillies qui vivent dans des établissements où leurs collègues vieillissent et où leurs collègues meurent à certains moments. Et c'est parler dans les établissements, généralement entre les gens qui étaient proches de cette personne qui est morte et qui souffrent de l'absence. Mais ce n'était pas officiellement parlé vraiment dans le cadre institutionnel. À partir du travail de la FIRA, en fait, on en a fait un sujet d'échange. On a établi un atelier, il y a, au foyer de vie en particulier, la psychologue et des éducateurs formés et volontaires. J'insiste parce que c'est un sujet compliqué, difficile, que tout le monde n'est pas capable d'aborder, mais ils étaient volontaires pour se former, travailler en réseau avec les soins palliatifs, pouvoir acquérir un certain nombre de compétences et être capable d'en parler dans des ateliers pour anticiper, pour vraiment rendre ce sujet non plus tabou, mais vraiment comme quelque chose de naturel, pas de banal, parce que c'est jamais banal, mais au moins, dans le cadre de l'autodétermination, ça permettait à chaque personne accueillie de s'exprimer sur ce qu'il voudrait, sur ce qu'il imagine, sur ses projections de sa propre finitude. Et c'est fait de manière vraiment très belle, puisque c'est beaucoup des récits, c'est beaucoup des images. Ce n'est pas des mots d'abord qui sont mis en avant. C'est important, ça. Tout à fait. Les images qui sont dans le guide permettent d'aborder avec quasiment tout le monde, parce que les images de quelqu'un allongé dans un lit d'hôpital avec des gens autour, c'est des images qu'ils connaissent, ils savent, ils visitent leurs camarades à l'hôpital. Donc, ce n'est pas de l'inconnu, on n'est pas sur du terrain inconnu. Et puis après, toutes les images qui sont proposées sont source d'échanges. Alors, j'allais dire, c'est devenu assez courant et suffisamment banal dans notre histoire. On pourrait faire un café philo là-dessus et tous les gens qui ont participé à ces ateliers aimeraient aller dire ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont pu exprimer. On a rencontré au début un peu de difficulté, alors paradoxalement, pas là où on l'a pensé. Les personnes accueillies étaient très volontaires pour s'exprimer sur ce sujet-là, y compris sur leur propre désir à venir. Dans l'après, qu'est-ce que tu imagines et qu'est-ce que tu voudrais pour toi-même? Et ça a été assez facile. Après, les animateurs de ces ateliers, en particulier la psychologue de l'établissement, faisaient un rapport, écrivaient ce que chacun avait trouvé. Et au moment des projets personnalisés, elle se permettait de dire « voilà ce qui s'est dit dans le cadre de l'atelier et après ». Quelquefois, évidemment, les gens s'étaient autodéterminés sur des options
que leurs parents, leurs tuteurs n'avaient pas imaginé. Et là, on pouvait être en difficulté et ça heurtait les parents, ça heurtait les fratries, ça heurtait. Et pour autant, ils s'étaient exprimés. Donc notre rôle, enfin le rôle des professionnels dans l'établissement, c'était de défendre la parole de celui qui l'avait dit. Il fallait porter cette parole et devenir une réalité. On a découvert en particulier qu'en France, il était interdit de proposer, de changer les vœux d'inhumation d'une personne si elle s'était exprimée avant. Or, précisément, c'est ce sujet-là qui a créé une difficulté sur un des projets personnalités. Mais aujourd'hui, ça devient aussi un petit peu banal pour les parents, puisqu'on a mis en place avec la commission santé-vieillissement une formation tripartite avec des parents, et que sur la fin de l'année, nous allons proposer une vraie formation avec un vrai formateur qui n'est pas, ce ne sera pas de l'ordre de la commission, ce sera une vraie formation sur l'ensemble de ce sujet-là, le vieillissement et à l'autre bout, la fin de vie. Juste un dernier mot, je voudrais qu'on aille vers la salle et prendre des questions sur toutes ces expériences et ces regards que vous portez. On voit que c'est des accompagnements qui se repensent, vous le voyez bien, sur toutes ces thématiques, avec beaucoup de sensibilité, avec des démarches assez innovantes aussi. Un dernier mot, vraiment en 2-3 minutes. Il y a des accompagnements qui se pensent, il y a des accompagnants aussi de nouveaux types qui se pensent. Et on le voit particulièrement dans Après-Parents. C'est 10% de leur temps que ces travailleurs sociaux, ces mandataires sociaux vont déployer et ils deviennent un peu des référents, des experts avec des liens très forts qui se créent. Est-ce que derrière ça, il y a un nouveau métier? Alors en temps de rigueur budgétaire qu'on connaît, on ne va peut-être pas inventer des nouveaux métiers toutes les 2 minutes, mais est-ce qu'il y a un nouveau cadre de mission à inventer aussi? Qu'est-ce qui est ressorti des échanges que vous avez eus là-dessus, vraiment en quelques mots? Alors c'est difficile de conclure définitivement parce que nous sommes, ma collègue et moi, en cours d'analyse, mais ce qui est intéressant à observer, c'est que chaque référent, dans la diversité de la fonction principale qu'il exerce et de sa formation initiale, est entré dans l'après-parent avec son cœur de métier. Mais tous se sont aussi déplacés. Ça veut dire qu'ils ont ajouté à ce cœur de métier un nouveau champ de préoccupation. Ils ont accepté d'entendre des propos qu'ils coupaient d'habitude dans les entretiens ordinaires, puisque ce n'était pas leur champ de préoccupation. Donc il y a un nouveau champ professionnel d'intérêt et d'action. D'ailleurs, si ces référents sont rentrés dans ces fonctions temporaires, c'est parce qu'ils avaient envie que quelque chose change dans leur mode d'exercice professionnel. Et ils étaient tous expérimentés, si on dit au moins 5 ans, on va dire, d'années d'activité professionnelle. Donc, est-ce que ce champ d'activité professionnelle devient un métier, un vrai segment de métier? Les métiers, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui a une juridiction, qu'on tient pour soi, pour sa catégorie professionnelle. Ça, je pense que c'est prématuré de se prononcer, mais je pense qu'on serait en accord pour dire que non, ce n'est pas forcément un nouveau métier. C'est une préoccupation qui est intéressante parce qu'elle peut être partagée, on peut y rentrer, on n'est pas propriétaire de la question, mais l'après-parent peut faire partie des préoccupations ordinaires qu'on n'écarterait pas, quel que soit le métier qu'on exerce par ailleurs dans des institutions. Alors peut-être 2 autres mots. Ce qui a été déterminant de ce déplacement, c'est le fait que le groupe des référents, 15, 16, parce qu'il y a eu 1 ou 2 personnes en plus, il s'est constitué en véritable groupe de construction de savoir, d'échange de connaissances. C'est-à-dire, je suis depuis longtemps mandataire judiciaire, je suis depuis longtemps conseillère de CLIC, et je sens que je ne peux pas répondre, alors que je reçois des personnes de plus de 60 ans, mais qui me parlent sans arrêt de leur enfant en situation de handicap, ou que je suis mandataire judiciaire, mais je vois bien que, ou je suis personne de référence pour des parents qui exercent la protection juridique, et que je vois des parents fatigués, inquiets, se demandant comment ça va se passer. Donc ce groupe d'acteurs qui s'est formé, qui a développé une interconnaissance, ça c'est précieux, et du coup ça leur a permis aussi de ne pas prendre de risques
dans les zones où ils pensent qu'ils sont incompétents. Alors, un autre aspect quand même très important, c'est la question du temps. Si on parle de longévité des parents et des personnes en situation de handicap, ça pose aussi la question du temps qu'il sera possible d'accorder, du renouvellement qu'il sera possible d'avoir. Et là, évidemment, ça sort du champ de l'expérimentation pendant 2 ans et demi, parce qu'il y a des référents qui ont déjà fait de la coordination au temps d'aujourd'hui. Ils ont reçu quelqu'un en juin 2024 et ils ne l'ont plus revu. Et ils ont quand même fait un peu de coordination avec lui parce qu'ils l'ont mis en relation avec d'autres. Et puis il y en a d'autres, parce qu'ils ont été déjà sollicités en janvier 2024, ils ont revu les parents 3 fois. Jusqu'à 10 fois. Jusqu'à 10 fois. Alors, jusqu'à 10 configurations, parfois 10 fois pour un cas exceptionnel, mais ils ont revu le parent, ils ont revu éventuellement l'enfant adulte, ils ont vu un professionnel auquel le parent voulait qu'ils accèdent, et puis ils ont éventuellement donné du travail à faire aux parents, de se renseigner sur la protection juridique, d'aller voir un banquier, d'aller prendre contact avec un professionnel ou un établissement qu'il voulait visiter. Je vous en prie. Je voudrais qu'on prenne les questions de la salle. Ouais, d'accord, on pourra y revenir. On pourra y revenir peut-être dans le champ des questions. Je voudrais qu'on allume la salle, et parce que c'est très riche tout ce qu'on a abordé, et qu'on puisse peut-être aussi aller vers vous et vers des questions sur ces différents sujets, ces nouveaux accompagnements, ces nouveaux types d'accompagnement aussi qui apparaissent. On le voit, hein, aussi bien les mandataires judiciaires qui sortent des couloirs de nage par la force des choses, la formation qui se met en place, que met en place Brigitte autour des parents et des professionnels, ces nouvelles missions un peu qui apparaissent dans les après-parents. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Encore une fois, je prends les questions en fonction de... Voilà, numéro 3. Bonjour, Madame Philippot, directrice générale à PAEI de la Côte-Fleurie, anciennement directrice de la coordination nationale de 65 EHPAD, et puis des établissements handicap. J'ai écouté attentivement vos propos, et moi je me suis longuement posé la question depuis 30 ans maintenant, de savoir si finalement la difficulté n'était pas dans la formation initiale des professionnels de santé, éducative et d'accompagnement. Je vais m'expliquer. On a longtemps sorti les sciences humaines et sociales des formations en médecine, des formations dans les aides-soignantes. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des professionnels qui travaillent en silo. Je m'explique sur, par exemple, une situation. Vous prenez une aide-soignante qui a été formée à l'hôpital et qui arrive en EHPAD. C'est déjà pas du tout le même contexte. À l'hôpital, on sait qu'on en sort. En EHPAD, on va peut-être y passer sa fin de vie. Et quand vous prenez une aide-soignante qui arrive de l'hôpital ou de l'EHPAD et qui rentre en institution en handicap, eh bien, avec des directives parfois sur des addictions, sur ce genre de choses, elle peut avoir le sentiment d'être même maltraitante parce qu'elle va donner des conseils, voire des directives. À mon sens, et je voudrais avoir votre avis, est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque un tronc commun dans une formation initiale du médecin, qui aujourd'hui, pour rappel, devient un technicien, mais n'est plus au pied du lit du patient, jusqu'à l'éducateur, et qu'après, on puisse avoir des spécificités en fonction des activités et des axes à mener? Oui, Brigitte. Merci cette question parce que ça faisait partie des choses sur lesquelles je voulais insister. D'abord parce que j'étais surprise qu'ici, aucune école de formation n'est là, au titre de l'école, et que ça serait peut-être temps que les grandes associations s'intéressent au secteur de la formation. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. J'avais espéré, il y a quelques années, il y a eu une tentative pour rendre commun une partie de la formation des aides-soignants avec les AES. Ça n'a fonctionné que très peu et c'est très dommage. Effectivement, c'est très facile pour moi. Je suis moitié infirmière, moitié éducatrice spécialisée. J'ai toujours utilisé ces deux versions-là de moi-même pour travailler et ça m'a facilité la tâche comme il n'est pas possible. Mais je comprends tout à fait le manque de connaissances, de compétences pour des gens qui ont été formés sanitaires purs, hein, dans le cadre de protocoles
avec une habitude très, voilà, presque mécanique des choses. Alors, ne prenez pas mal pour les sanitaires, mais c'est quand même vrai que les sanitaires ont une vision assez rigoureuse et des applications qui vont, enfin, qui sont claires. L'asepsie, c'est l'asepsie. Un pansement, c'est un pansement. On ne le fait pas n'importe comment. Et puis, cette cohabitation avec le milieu médico-social, former plus psychologie, comportementalisme, élaboration de la personnalité, résolution des conflits. Et là, on n'est plus sur des protocoles. On n'est plus sur des protocoles. On est sur des avancées individuelles avec des protocoles à minima. Depuis l'invention du projet personnalisé, on a effectivement ça. Mais je sais que les formations que j'ai eues me faisaient sentir cette difficulté de cohabitation. Je cite Brigitte Dalibert, hein, parce que c'est comme ce matin, Muriel Desportes citait Luc Gâteau, donc je cite Brigitte Dalibert, qu'est-ce que vous m'avez dit? Le sanitaire pose la charpente de ce vieillissement physiologique, le médico-social, mais la rondeur de l'accompagnement psychologique et humain. Voilà, ça dit bien les choses aussi, je trouve, ça résume ce que vous dites. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, monsieur, le micro vient à vous, numéro 2 et après numéro 8. Bonjour, Gérard Rey, je suis membre du conseil d'administration de UNAPI en charge de la commission protection juridique. Donc je remercie les intervenants, c'était vraiment très intéressant. J'ai bien entendu M. Quérol et Mme Dalibert parler assez longuement de la prise en compte du vouloir, de la volonté des personnes à mesure de protection ou des personnes accompagnées. Je l'ai moins perçu dans la démarche de l'après-parent qui a été mise en place dans le cadre de l'ADPI 29. Donc je voudrais être un petit peu avoir des précisions un petit peu sur cette notion de triple expertise qui nous est un petit peu chère à l'UNAPI. Comment vous la mettez en place et comment, dans ce travail, vous prenez en compte la volonté des personnes elles-mêmes, parce que passer de la protection juridique d'un papa ou d'une maman à celui d'une frère ou d'une sœur, c'est pas neutre, et peut-être que c'est pas la volonté de la personne. Alors, effectivement, vous avez parfaitement raison, mais plus que raison, intérêt à poser cette question, parce qu'elle est au cœur des débats sur la pérennisation de ce type de dispositif. Alors, il faut entendre que le dispositif, il a d'abord été porté parce que l'après-parent, c'est quelque chose qui fait vriller les parents eux-mêmes. Donc, au départ, c'est vrai que ce sont les parents qui, en relation avec des professionnels, mais des parents militants, se sont dit qu'il fallait tenter quelque chose. Et très vite, la question est venue, mais ce service, il est pour qui? Ou cette activité, elle est pour qui? Et on voit bien que l'ensemble des questions liées à l'autodétermination, liées à mais est-ce que nous, parents, on a quelque chose à dire sur ce qui va se passer après nous, ou est-ce que c'est l'enfant adulte qui va délibérer avec lui-même ou avec d'autres? Et donc, évidemment, la manière dont certains référents et certains parents d'ailleurs ont voulu associer l'enfant concerné lui-même a été quelque chose d'assez déterminant dans les discussions qui ont été engagées. Mais l'entrée de cette expérimentation n'a pas été celle des services et des établissements médico-sociaux. Ça serait une étape supplémentaire si on allait vers une innovation ou quelque chose qui acterait que cette préoccupation, il faut aussi l'organiser de manière plus pérenne, plus définitive. Donc là, déjà, l'enjeu, c'était de trouver des parents, d'identifier est-ce qu'il y avait vraiment des parents intéressés. Et le fait qu'il y ait eu plus de 100 parents à répondre rapidement à la DAPEI 29 pour dire « oui, moi j'ai besoin de discuter de tout ça », et très vite, la question de l'enfant est sortie. Alors, pas dans les morceaux de films qu'on a vus, mais on a des supports vidéo plus longs où on voit bien que la place de l'enfant, elle est déterminante et qu'effectivement, beaucoup de parents savent très bien que ce n'est pas en confiant l'ensemble des responsabilités et du travail qu'ils assument à un de leurs enfants par ailleurs qu'il va y avoir des relations égalitaires et que ça pourrait créer des grandes asymétries et que cet enfant qui a le plus besoin de soutien
pourrait aussi être un peu, comment dire, sujet des décisions de son frère ou de sa sœur. Mais ceci étant, la question se pose aussi avec les professionnels, hein, parce que quand l'offre se limite à l'ère des possibles dans les organisations médico-sociales, on voit bien que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les parents et qu'il y aurait des discussions avec l'enfant adulte qu'il y aurait forcément que de l'autodétermination et que de la négociation. Question 8, je crois qu'il y avait une question dans le bloc 8. Oui. Oui, bonjour. Marie-France Costagliola, je suis présidente de l'ADAPI de l'Ain et j'ai deux observations. Tout d'abord, merci aux intervenants parce que c'est très intéressant de parler du vieillissement, de notre vieillissement et celui de nos enfants et de la nécessité d'accompagner les parents. C'est effectivement quelque chose d'important que nous essayons de mettre en place parce que c'est ce que les parents et les familles attendent. Par contre, je suis très inquiète pour notre public le plus vulnérable qui est accompagné en masse, pour lequel l'espérance de vie n'est pas aussi longue que l'on souhaiterait et que d'autres populations en situation de handicap, que l'on voudrait envoyer en EHPAD par manque de création de places et non pas pour des raisons d'éthique ou de déontologie. Et ça me fait lien avec ma deuxième observation. Un nombre important d'EHPAD en France sont en situation financière très difficile. Un nombre important de nos associations sont aussi en situation difficile. Comment le transfert du handicap vers les EHPAD va répondre à cette problématique? Alors, vous nous ouvrez à la table ronde qui suit, si je puis dire. C'est du teasing quasiment. On y répondra et on y reviendra parce que c'est vraiment une question de collaboration de l'offre. Et ça, on le retrouvera dans la table ronde qui suit et on pourra en débattre. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque à nos intervenants? Bloc 3. Le micro vient à vous. Pardon. Maurice Deckmin, administrateur et président du groupe associatif Andieu et parent. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis posé la question quelle serait la vie de mon fils après moi. Ce sujet m'a amené à travailler auprès de l'association tutélaire. Et là, je voudrais vous dire quand même que depuis de nombreuses années, on parle des services tutélaires. On fait le constat que les services tutélaires ont une mission hyper importante. On fait le constat que les moyens réservés aux services tutélaires sont ridicules. Quand j'ai repris l'association tutélaire, un mandataire accompagnait 87 personnes. Imaginez-vous accompagner 87 enfants, tous aussi différents les uns que les autres, avec des problématiques encore plus compliquées les unes que les autres, quand vous êtes tout seul. Aujourd'hui, heureusement, on a progressé. Mais le taux d'occupation, c'est 55 personnes par mandataire. Je vais vous dire une chose que je ne devrais pas vous dire. Consacrer 2h17 à une personne, ce n'est pas raisonnable. Nous nous devons de mettre dans les services tutélaires les moyens nécessaires pour que réellement les personnes qui seront après nous aient les moyens de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Quand un papa décède ou une maman, il faut que le service tutélaire qui est derrière respecte ses volontés, respecte son choix de vie. Mon fils a choisi de vivre en foyer. Je respecte son choix. Je fais en sorte qu'il ait tous les moyens. Et du fait de mes fonctions, je fais en sorte que le service qui l'accompagne ait les moyens. Mais ce n'est pas suffisant. Alors oui, à mettre des moyens après, mais je me pose encore la question, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, les propos du ministre, les situations financières, nous n'aurons pas ces moyens. Alors j'appelle tous les membres, toutes les associations, à vraiment servir et soutenir les associations tutélaires. Merci. Et
Jean-Hugues Quérol applaudit et ça sera transmis dans les replays aux autorités compétentes, comme le dit la formule. Merci en tous les cas, avocates, on peut les applaudir très fort pour ces éclairages et ces expériences qu'ils ont partagées avec nous.